Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui de la récession qui malheureusement est en train de s'installer et même de s'aggraver, que ce soit dans la zone euro et également en France. Nous sommes très très loin des discours ambiants, consensuels, où on veut nous faire croire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. On aimerait bien sûr dire ça, mais ce n'est pas le cas. On se doit de dire la vérité. C'est ce que nous allons faire ensemble, évidemment, comme d'habitude, avec des graphiques réalisés sans trucage, avec donc cette question, quelles seront les conséquences de cette récession, que ce soit en termes d'emploi. On voit que le chômage est malheureusement déjà en train d'augmenter en France, c'est extrêmement dangereux. Ça pourrait mettre à mal également la stabilité sociale et sociétale de la France. Parallèlement, quid des taux d'intérêt? Comment vont également évoluer les marchés financiers? Comment peut-on protéger notre épargne? On voit que l'or est en train d'augmenter, ce n'est pas forcément bon signe, mais ça veut dire qu'il y a des dangers aujourd'hui qui sont là, qu'on ne veut pas voir, mais qui sont bien présents. Donc on va essayer de les regarder en toute objectivité et on terminera bien sûr, comme d'habitude, avec une bonne nouvelle qui sort un petit peu du cadre conjoncturel. On verra ça tout à l'heure, mais tout de suite, on commence donc avec ces indicateurs des avancées, on va dire, de l'activité. Il y en a deux, les indicateurs des directeurs d'achat et ceux de l'INSEE. Et là, attention, la surprise est forte, puisque l'INSEE également annonce la poursuite et l'aggravation de la récession en France. Alors, on commence avec les indicateurs des directeurs d'achat. Vous connaissez cette enquête, elle est très facile à comprendre. Il y a la barre à 50. Au-dessus, c'est la croissance de l'activité. En deçà, c'est le recul de l'activité. On va commencer donc en France dans l'industrie. Et regardez bien, c'est la courbe rouge ici. Ça continue de plonger pour le mois de novembre. Nous ne sommes plus qu'à 2 points du plancher de mai 2020. Rappelez-vous, mai 2020, c'était encore le premier confinement, qui était très strict, évidemment. Donc, on était complètement fermé. Donc, tout était arrêté ou presque. Et donc, on voit que l'activité industrielle actuelle est aussi faible qu'à l'époque. Donc, c'est dire ce qui va nous arriver quand on voit l'évolution du PIB, c'est la courbe bleue ici, mais on voit que ça pourrait très fortement chuter. Alors c'est vrai que pendant quelques mois on a dit oui mais il y a les services qui résistent bien, etc. Même les services c'est en train de fortement, je dirais non seulement ralentir mais aussi baisser. Il y a un petit mieux au mois de novembre, mais regardez bien, on est toujours sous la barre des 50, très largement, à 45,3 exactement, un plus bas depuis novembre 2020. Donc là aussi la courbe bleue, ça veut dire récession. On a également les indicateurs donc, des directeurs d'achat dans la construction. On n'a pas encore novembre, on a octobre, qui sont également extrêmement mauvais, qui montrent que la construction est en train de souffrir énormément. Donc il y a non seulement la crise immobilière, mais également le neuf qui souffre évidemment, tout ça à cause, je dirais, de cette flambée, de cette bulle, et puis également des mesures qu'on prend ici ou là, que nos dirigeants prennent, qui font énormément de mal à la construction, avec derrière 300 000 emplois menacés dans la construction aujourd'hui en France. Donc on voit bien que c'est extrêmement dangereux. Donc si on regarde l'ensemble des secteurs d'activité, l'indicateur des directeurs d'achat, donc composite, donc encore une fois tout secteur, regardez bien, c'est reparti à la baisse donc au mois de novembre. Et donc quand on voit la corrélation avec la courbe bleue, c'est-à-dire le glissement annuel du PIB, voyons, on pourrait faire -4, on dirait entre -2 et -4% de baisse annuelle du PIB français hors inflation dès le début 2024. Vous voyez qu'on est très très loin de ce qu'on peut entendre ici ou là. Donc ça montre bien encore une fois la réalité de notre situation. Alors la nouveauté, c'est que jusqu'à présent, on disait oui, mais ce qui ne va pas, c'est les enquêtes des directeurs d'achat. Donc, ce sont des enquêtes un petit peu privées, c'est pas forcément fiable, etc. Mais regardez l'INSEE, tout va bien. Oui, alors là, justement, les indicateurs INSEE sont également extrêmement mauvais. Regardez bien, l'indicateur INSEE du climat des affaires, tout secteur d'activité du mois de novembre, eh bien oui, la décrue continue. Ça avait déjà commencé donc en septembre et octobre, et en novembre, ça continue. Regardez bien, un plus bas depuis avril 2021, c'était également, donc les différents confinements, il était moins strict, mais on était quand même un petit peu enfermé toujours en avril 2021, donc ce qui veut dire que c'était aussi la récession. Et bien là, regardez bien, nous sommes sur une baisse potentielle du PIB français, selon l'INSEE, qui pourrait être autour des -2%. Selon l'INSEE, je répète encore une fois, donc c'est pas des chiffres des directeurs d'achat, c'est l'INSEE qui nous le dit, donc pour bien prendre conscience de l'ampleur des dégâts. Et d'ailleurs, dans cette même enquête INSEE du mois de novembre, il y a l'indicateur du climat de l'emploi qui lui aussi continue de se dégrader. Regardez bien, un plus bas depuis avril 2021. C'est ici la courbe rouge, donc en échelle inversée. C'est-à-dire que quand la courbe rouge monte, eh bien en fait, c'est une dégradation de l'emploi et donc une hausse du chômage qui va arriver. C'est la courbe bleue ici, regardez bien. La courbe bleue, donc le taux de chômage, qui est aujourd'hui à 7,4%, pourrait monter entre 8 et 8,5% selon les enquêtes de l'emploi de l'INSEE, encore une fois. Et d'ailleurs, les chiffres de la DARES viennent de sortir sur le chômage en France
pour le mois d'octobre, eh bien ça continue d'augmenter malheureusement. On voit les chiffres. Catégorie A, donc vous savez, c'est les chômeurs donc, qui font preuve d'une recherche active d'emploi, qui sont immédiatement disponibles et qui n'ont pas du tout travaillé. Nous avons 2,821 millions de chômeurs en France métropolitaine. En France totale, catégorie A, 3,03 millions de chômeurs. Et si on prend maintenant toutes les catégories de chômeurs, de A à E, nous sommes à 6,139 millions de chômeurs. Donc ça augmente. Donc quand on me dit qu'il y a des pénuries de main-d'œuvre, il y a un petit problème. C'est-à-dire qu'effectivement la main-d'œuvre est là, peut-être qu'elle n'est pas bien formée malheureusement, mais il faut la former. Quand on nous dit qu'il faut augmenter l'immigration pour faire face au plein emploi de demain, où est le plein emploi déjà? Et on voit bien qu'il y a énormément de main-d'œuvre ici en France que l'on doit former si on veut réduire ce chômage structurellement élevé. Il faut arrêter aujourd'hui de nous prendre pour des canards sauvages, entre guillemets, parce que nous vivons une période extrêmement dangereuse avec une crise sociale et sociétale qui est là. Et si le chômage augmente encore, évidemment, vous comprenez que cette crise va s'aggraver et c'est ça qui est extrêmement dangereux. D'ailleurs, ce matin est sorti l'indicateur INSEE également de confiance des ménages. Alors, c'est vrai qu'il y a une petite amélioration, notamment grâce à la baisse de l'inflation. Encore une fois, c'est la baisse de l'inflation, pas la baisse des prix. Donc, les Français se disent, bon, ça va un petit peu mieux globalement. Donc, voilà, cette légère amélioration. Mais regardez bien, nous sommes toujours sur des plus bas. Vous voyez, on est plus bas que pendant le Covid-19. En époque, on dit que c'était la fin du monde. Mais aujourd'hui, l'indicateur de confiance INSEE est plus bas que pendant les Gilets jaunes. Il faut remonter aux phases d'attentat pour trouver un indicateur plus bas. Donc, ça montre bien qu'aujourd'hui, l'indicateur de confiance des ménages est quand même extrêmement faible. Et ça montre bien que les ménages sont inquiets, toujours inquiets. Et d'ailleurs, quand on regarde le détail de cette enquête, ça c'est très important également, notamment les perspectives d'achat des ménages. C'est bientôt Noël, donc est-ce que les Français vont consommer fortement ? A priori, c'est pas génial. Vous voyez l'indicateur de faire des achats importants, la courbe rouge ici montre que la courbe bleue, c'est-à-dire la consommation des ménages, pourrait baisser de moins 2 à moins 4% dans le meilleur des cas. Ça, c'est évidemment extrêmement dangereux et que les ménages se disent, bon ben, je n'ai pas les moyens de consommer fortement pour les fêtes de fin d'année. Encore plus grave, on interroge également les ménages pour savoir quelles sont leurs perspectives de chômage. Et vous savez qu'effectivement, les ménages sont proches du marché du travail par définition. Et donc, que voit-on? Regardez bien. Alors là, c'est très, très inquiétant. On a une flambée des perspectives de chômage des ménages. Si on exclut la période de Covid, on est sur un plus haut depuis janvier 2019. Donc ça, c'est extrêmement dangereux, ça veut dire que le chômage va encore augmenter. Et d'ailleurs, si on regarde la corrélation entre ces perspectives de chômage des ménages et le chômage effectif, de catégorie A, encore une fois, qu'on a vu tout à l'heure, eh bien là aussi, regardez bien, la corrélation est assez bonne. Et donc cette augmentation des perspectives de chômage des ménages montre que le taux de chômage français pourrait bien monter à 8,5% contre 7,4% aujourd'hui. Vous voyez que ce n'est pas du tout le plein emploi, c'est même l'inverse, c'est extrêmement dangereux. Tout ça pourquoi, encore une fois, on le voit, on a une flambée, on l'a évoqué la semaine dernière dans notre vidéo, des défaillances d'entreprises donc, qui explosent. Ces défaillances, évidemment, ça veut dire que les entreprises disparaissent, donc il y a du chômage. Donc dire que le chômage va encore baisser, qu'on va bientôt atteindre le plein emploi, il faut arrêter, encore une fois, de lancer des contre-vérités. On se doit de dire la vérité, et elle est là, elle est extrêmement dangereuse. Alors, bien sûr, on me dit, oui, mais la récession n'est pas qu'en France. C'est vrai qu'elle est également, je dirais, dans la zone euro. C'est une piètre consolation. D'ailleurs, dans la zone euro, le PIB a déjà baissé au 3e trimestre 2023 et va encore baisser au 4e trimestre 2023, même peut-être au 1er également de 2024. Regardez bien, perspective d'activité dans l'industrie, dans les services. On est sous la barre des 50. Ça, c'est le glissement annuel du PIB, c'est la courbe bleue dans la zone euro. Si on regarde l'indicateur composite, donc tout secteur d'activité, ça continue de baisser. Donc oui, le PIB de la zone euro va baisser de l'ordre de 2 à 4% en glissement annuel d'ici le début 2024. C'est évidemment extrêmement dangereux. Pareil pour l'Allemagne, qui est déjà aussi en récession, qui souffre également depuis plusieurs années, plusieurs trimestres, et on voit bien que ça va un petit peu mieux. Alors c'est toujours bien sûr la récession, mais l'industrie, ça remonte un peu, et même les services, on se rapproche, vous voyez la courbe verte de la barre des 50, mais le PIB est déjà en négatif, donc ça veut dire que l'Allemagne va rester en récession. Mais ce qui est surprenant, c'est que si on fait un petit peu le bilan des enquêtes des directeurs d'achat, encore une fois, je veux dire, comme cela s'observe depuis juin 2023, la France est la lanterne rouge des grands pays en termes d'activité, donc des directeurs d'achat. Regardez bien là, c'est donc les enquêtes de novembre. Pour l'instant, seuls ces pays-là ont publié des enquêtes donc du mois de novembre, la première estimation. On aura donc tous les pays la semaine prochaine, début du mois de décembre. Donc pour l'instant, on ne regarde que ces pays-là, c'est les seules données dont on dispose pour l'instant. Donc on a tout d'abord États-Unis, où on se maintient en petite croissance, 50,7. Ensuite, le Royaume
Royaume-Uni revient sur une petite croissance également. Vous voyez, limite stagnation 50,1, des plus hauts dans les deux cas depuis juillet 2023. On a ensuite le Japon qui, lui, repasse en stagnation économique. Et après, la récession qui continue dans la zone euro, en Allemagne, en Australie également. Et donc, dernière, lanterne rouge, la France, 44,5, un plus bas depuis donc novembre 2020, si on exclut septembre 2023, ce qui veut bien dire que nous avons une récession qui est bien là, c'est la plus grave depuis le coronavirus, disons les choses. Et pourtant, on n'en parle pas, hein. Il y a une omerta assez incroyable. Et alors, ce vendredi, donc le 1er décembre, va être annoncée la note de la France, de la dette publique française selon Standard & Poor's. Pour l'instant, on tient le coup. C'est que pour l'instant, il n'y a que Fitch qui a dégradé la note de la France. Moody's ne l'a pas fait, n'a pas voulu le faire du moins. Et il reste donc Standard & Poor's ce 1er décembre, donc ce vendredi. Si on regarde tous les tenants et aboutissants pour voir comment on fait une note, eh bien normalement on devait être dégradé largement depuis déjà pas mal de temps. Alors voyons voir, j'avais présenté ça dans le détail donc dans la vidéo de la semaine dernière. Nous sommes donc numéro 1 mondial de la pression fiscale par rapport au PIB. Il n'y a pas mieux qu'en France pour payer des impôts et des taxes. Numéro 1 mondial des dépenses publiques. Et malgré cela, nous sommes bon dernier, on l'a vu sur la croissance économique. Numéro 1 européen de l'augmentation de la dette publique. La dette publique qui, rappelez-vous, a augmenté depuis 2012 de 64%, alors qu'elle n'a augmenté que de 19% en Allemagne, 3 fois plus, rendez-vous compte. Donc c'est pour dire que les Allemands aujourd'hui ne supportent plus cette gabegie de dépenses publiques et de dette publique en France. Donc on est numéro 3 européen en termes de ratio dette publique par rapport au PIB. Numéro 1, on vient de le voir, en termes de mauvais indicateurs, donc des directeurs d'achat, donc c'est-à-dire que la récession est grave en France. Numéro 3 européen en termes de taux de chômage, et on a également, comme on vient de le voir, donc des risques sociaux et sociétaux extrêmement graves. Donc c'est ça qui pourrait également être le déclic qui pourrait amener donc cette dégradation de la note de la France. Pour l'instant, si on voit Standard & Poor's, on est à AA, perspective négative. On pourrait donc passer dès ce vendredi soir à AA-, ce qui est déjà le cas chez Fitch. Et encore une fois, ça restera une bonne note, bien sûr, mais ça montre bien que la France ne mérite pas aujourd'hui sa bonne note, entre guillemets, parce que, évidemment, elle n'a pas tenu ses engagements et ça dérape complètement d'un point de vue financier, économique, social et sociétal, et ça, c'est extrêmement dangereux. Alors, vous allez me dire, quelles sont les conséquences pour nous? Évidemment, elles sont nombreuses. D'abord, sur les taux d'intérêt. C'est vrai qu'en temps normal, quand la récession arrive, les taux d'intérêt, normalement, doivent baisser. Or, que voit-on aujourd'hui? Les taux d'intérêt restent toujours très élevés. Ils ont effectivement un petit peu baissé depuis quelques jours. C'est grâce à ce qui s'est passé aux États-Unis, puisque la Réserve fédérale a dit qu'elle n'allait plus remonter les taux d'intérêt. Donc on se dit que ça sera pareil dans la zone euro. Donc les taux d'intérêt mondiaux sur les marchés obligataires ont eu tendance à un petit peu baisser. Donc nous, on en a bénéficié. Mais regardez bien, le taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique française, on était monté à 3,50 il y a quelques semaines, quelques mois. On est encore à 3,1% aujourd'hui où je vous parle. Donc c'est évidemment très élevé par rapport à ce qu'on avait en 2020 et 2021. On était autour des zéros. Donc évidemment, ces taux d'intérêt restent élevés. Et si nous sommes dégradés encore une fois, eh bien, ça va maintenir des taux d'intérêt élevés, même les faire augmenter. Donc, malgré la récession, les taux d'intérêt des obligations d'État vont rester élevés, et donc les taux d'intérêt de nos crédits, à nous les entreprises, à nous les ménages, ce qui veut dire que ça va être encore très difficile pour l'investissement, également pour le secteur logement, pour l'immobilier. Donc, on comprend bien que c'est extrêmement dangereux pour notre avenir, pour l'avenir de l'économie française. Si on est également dégradé, si la récession s'installe, eh bien là aussi ça pourrait engendrer une baisse des marchés boursiers. C'est vrai que pour le moment les marchés boursiers restent plutôt euphoriques. Ils avaient bien baissé, je dirais, depuis l'été dernier. Mais après ils sont repartis à la hausse. Vous voyez, entre le 27 octobre et le 24 novembre, ça fait plus 7,4%. Après il y avait moins 9,5% les semaines précédentes. Là depuis quelques jours, ça repart un petit peu à la baisse parce que bien sûr les marchés se disent on a mangé notre pain blanc. Si demain il y a cette récession qui s'installe, comme la récession, c'est les profits de demain, donc qui vont fondre comme neige au soleil, il y aura peut-être même des pertes, peut-être des faillites d'entreprises, de grandes entreprises. Alors là, évidemment, les marchés boursiers repartiront à la baisse. Après, ça repartira à la hausse, mais à court terme, il faut être extrêmement prudent. Pareil sur l'euro-dollar, c'est vrai que depuis quelques jours, l'euro-dollar flambe. Pourquoi? Parce que les Américains ont dit on ne montera plus nos taux d'intérêt. Donc on se dit le dollar doit baisser, ce qui s'est produit. Et donc nous, l'euro a remonté. Ce n'est pas l'euro qui a remonté, c'est le dollar qui a baissé. Nous, on en a profité, entre guillemets. Enfin, profiter, ce n'est pas forcément la bonne définition. Regardez bien, on est quasiment à 1,10 $ pour un euro, alors qu'on était à 1,05 il y a encore quelques semaines. C'est beaucoup trop cher. Déjà, ça va casser notre activité économique. Et puis surtout, ce n'est pas justifié. Parce que on l'a vu tout à l'heure, nous avons une récession chez nous, que ce soit en France et dans la zone euro, alors qu'on a un petit peu de croissance aux États-Unis. Donc ça, c'est en faveur du dollar.
Parallèlement, les taux d'intérêt, même s'ils ne vont pas encore augmenter, mais ils restent supérieurs aux États-Unis par rapport à ce qui se passe dans la zone euro. Donc là aussi, avantage sur le dollar. Et si évidemment on est dégradé fortement, que ce soit la France et d'autres pays européens, avec une instabilité au sein de la zone euro, on voit très bien que ça se tiraille entre la France et l'Allemagne notamment, et bien là ça pourrait également mettre à mal la crédibilité de la zone euro et donc affaiblir l'euro-dollar. Donc là, indice, ceux qui veulent acheter de l'euro à un niveau élevé, profitez-en, parce qu'après ça devrait repartir à la baisse autour des 1,05 $ pour un euro. D'ailleurs, l'or est en train de repartir à la hausse. Ça, c'est vrai que c'est quand même une surprise, parce qu'on se dit, si les marchés boursiers vont bien, l'or devrait baisser. Eh bien non, l'or repart à la hausse. On est de nouveau dernièrement, donc on a dépassé la barre des 2000 $ l'once. Vous voyez bien, on était à 2063, c'était le sommet historique pendant le Covid-19, donc au mois d'août 2020. Après, c'est reparti à la baisse, puis à la hausse 2052 le 8 mars 2022. Ensuite, on est tombé à 1621 le 26 septembre 2022. Et puis là, depuis quelques mois, ça repart un petit peu à la hausse. 2051 le 4 mai. Et donc là, au moment où je vous parle, 2015 $ pour l'once d'or, donc pour le 28 novembre. Donc ce qui montre que les investisseurs sont toujours inquiets. Ils ont toujours cette poire pour la soif. Je vous avais dit d'en acheter. J'espère que vous l'avez fait. Donc ça, c'est une protection. Il ne faut pas mettre tout dans l'or, bien sûr, mais ça montre bien que les marchés, les investisseurs sont inquiets sur la récession qui est en train de s'installer, en particulier en France et dans la zone euro. Donc ça pourrait être le maillon faible de la croissance mondiale. Également la Chine qui souffre. Donc il faut garder cette poire pour la soif. Donc un petit peu d'or dans nos portefeuilles jusqu'à 15%, mais pas beaucoup plus. Donc on l'a compris, la récession s'aggrave, notamment en France et dans la zone euro, ce qui fait du chômage, ce qui va encore faire augmenter la dette publique et les déficits, et donc qui va maintenir les taux d'intérêt sur des niveaux élevés, donc ce qui va alimenter la récession. Donc attention, le marché boursier devrait baisser également sur l'euro-dollar, et donc il faut rester extrêmement prudent, avec bien sûr en plus chez nous en France malheureusement, ce risque social et sociétal. On se rend bien compte que on ne donne pas de direction, on veut nous faire croire que tout va bien, mais les Français ne sont pas dupes, et ce qui évidemment génère aujourd'hui des dangers sur la paix sociale et sur une crise potentielle d'un point de vue social et sociétal en France. Donc soyez extrêmement prudents. Alors, dans ce contexte compliqué, quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, elle n'est pas économique, elle est en fait liée à un reportage TV, entre guillemets, donc qui a été fait, un reportage vidéo qui a été fait par contribuables associés sur la dette publique. C'est vrai qu'on dit souvent, non mais les Français ne s'intéressent pas à la dette publique, ça n'intéresse personne. Et regardez bien en quelques semaines, cette vidéo à laquelle j'ai participé, j'ai eu le plaisir de participer, donc a fait plus de 1 million de vues. C'est vrai que j'avais fait une conférence pour les contribuables associés il y a quelques mois, et donc m'avait demandé d'intervenir dans cette vidéo. Je l'ai fait avec plaisir, évidemment. On voit bien que cette vidéo est en train de faire en carton. Donc elle s'appelle 3000 milliards, donc les secrets d'un État en faillite. Ça nous concerne, donc ça veut bien dire que la dette publique intéresse les Français. Ça veut dire que vous êtes tous intéressés également par l'économie. C'est d'ailleurs le secret du succès de cette chaîne. Et donc continuez à vous intéresser, parce qu'on se doit de regarder la réalité en face pour que nos dirigeants prennent enfin les bonnes mesures. C'est vrai que pour le moment, ce n'est pas le cas depuis des décennies malheureusement, et encore aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On n'a pas le courage, nos dirigeants n'ont pas le courage de prendre les bonnes mesures. Espérons qu'on y arrivera. C'est tout ce qu'on peut nous souhaiter pour les années à venir, pour sauver notre douce France. La semaine dernière, donc j'ai fait sur notre chaîne YouTube évidemment les conseils, les mesures à prendre, la thérapie de choc bienveillante. Merci d'ailleurs pour vos félicitations, pour vos messages d'encouragement, parce que les mesures existent. Simplement, plus on tardera à les prendre, plus ça sera compliqué de les prendre. Donc voilà, il faut prendre le taureau par les cornes, se réveiller, prendre les bonnes mesures. Et à ce moment-là, on réussira à sauver notre douce France. On le doit, c'est l'avenir de nos enfants qui évidemment est en jeu. Donc encore une fois, merci pour votre fidélité, merci de mettre un pouce vers le haut sur nos vidéos, de vous abonner, de faire abonner bien entendu. Et à ce moment-là, on pourra tous collectivement sauver encore une fois notre douce France. Merci beaucoup, portez-vous bien, bonne continuation et à très bientôt.